Salut Julie. Salut Elodie. Et bienvenue chers auditeurs dans ce nouvel épisode d'Hors d'œuvre. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu spécial. Désolée. Ça c'est le gimmick de la blague de la semaine du mois dernier. Non mais aujourd'hui... Oui, parce que maintenant c'est un épisode tous les mois et plus bimensuel. C'est vrai, on a changé de format pour des raisons pratiques qui sont la vie courante. C'est un peu l'excuse qu'avaient tous les youtubeurs, tu sais, à l'époque. Alors, n'attire pas le mauvais œil. Aujourd'hui, on vous fait un épisode pas spécial, mais quand même un peu spécial. Mais pas trop spécial. Waouh. On va vous parler de... alors attention, merci l'accent anglais. Ah oui. Everything, everywhere. Je fais exprès. Ça va bien commencer. Donc on va vous parler de Everything, Everywhere, All at Once, qui est un film réalisé par Daniel... Les deux Daniels. En fait ils s'appellent Daniel tous les deux, mais leur nom de famille... Il y a... Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Ouais. Qui est sorti en 2022, donc c'est un film finalement plutôt récent. Même plutôt très récent, en tout cas il fait partie de l'actualité vu qu'il a gagné pas mal de récompenses aux Oscars. Ce qui est très cool, parce que c'est un film qui met en avant quand même beaucoup de sujets importants, notamment c'est partout dans le monde, mais aux États-Unis c'est bien qu'il y ait ce genre de choses avec la montée du racisme, de l'homophobie ou de la LGBT-phobie. Donc c'est un film qui est vraiment très intéressant et très riche. Et on a galéré à trouver le format... Et en plus, qui met en avant quand même une femme... Enfin, le personnage principal, pour une fois, c'est quand même une femme, donc déjà asiatique, c'est Michelle Yeoh qui joue. Mais une femme en plus d'âge mûr, on va dire, parce qu'elle a quoi ? Elle doit avoir 50 ans à peu près, une cinquantaine d'années. C'est une cinquantaine d'années, je pense même qu'on s'approche doucement de la soixantaine. Sachant que quand même au cinéma, les femmes qui dépassent la trentaine... Finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Et en plus, on a tendance à faire jouer des femmes plus jeunes pour des rôles plus vieux, là-bas. Enfin, je pense en France aussi. Non, en France, tout autant. En France, on n'est pas mieux sur l'agisme et le... Ouais. Oh est-ce que ça nous étonne ? Non. Bon, du coup, tout ça pour vous dire qu'on est super contente de vous parler de ça, de ce film, aujourd'hui. Parce que c'est un film, je pense qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. Ah non, en fait, j'ai détesté... pire film, bouh. C'est vrai que le message que tu m'as envoyé après l'avoir vu, c'était pas du tout « Il faut qu'on fasse un épisode dessus !» Comme ça. Ouais, d'ailleurs, c'était au tout début du podcast. Je crois que c'était même avant qu'on lance le podcast que je t'avais dit ça. C'est vrai. Sachant qu'on a déjà enregistré un épisode dessus qui n'est jamais sorti parce que il était inécoutable, on va pas se mentir. Oui. Enfin, en tout cas, il était pas très intéressant. Non, c'est un peu... éparpillé. On a un peu chié dans les bulles, pour le dire, avec une expression très à moi. J'avoue, j'allais dire je ne connais pas, mais c'est Elodie. Voilà, c'est moi. Comme c'est un film, vous allez le voir, assez dense, on a décidé de se concentrer un peu comme quand on vous fait un épisode sur une série, sur une thématique. Et cette thématique, on a essayé de la faire suffisamment large pour pouvoir quand même parler de plein de choses autour du film, mais qu'on ait quand même un film conducteur qui nous évitera l'écueil de « Oh, je parle de A, et quand je reviens à A, je suis passée par B, C, D, E, F et tout l'alphabet. » C'est ça. Donc on va vous parler du parcours initiatique de l'héroïne, qui est donc Evelyn, jouée par Michelle Yeoh. Et donc, qu'est-ce qu'un parcours initiatique ? Parce que je pense que ça peut être pas trop mal de vulgariser de manière très rapide. Je laisse Elodie le vulgariser de manière très rapide parce que moi, je ne sais pas le faire. Eh ben, un parcours initiatique, c'est toute une suite d'étapes par lesquelles le personnage va passer pour opérer un changement. C'est-à-dire qu'il commence dans une situation A et que son parcours, qu'il soit positif ou négatif, va l'amener à une situation B. Ou une situation A', en vrai, en soi. Ça, parce que des fois, il y a un petit... Ouais, ça pourrait être A'. Un petit parallèle. C'est même plus juste de dire A'. Et c'est très connu dans les œuvres de fantasy, notamment sous... ça a été popularisé par... Et je n'ai plus le nom de l'écrivain, mais ça ne change pas d'habitude. Donc c'est Le héros aux mille visages, le livre, et le nom c'est du Campbell. Monsieur... Campbell. Joseph. C'est ça, hein. Joseph Campbell. Ouais. Et donc du coup, c'est l'idée que... Donc c'est un chercheur... Enfin, pour remettre, je crois que c'est un chercheur, c'est ça. C'est un chercheur en littérature qui a en fait théorisé plusieurs mythologies et plusieurs grands récits. Et donc du coup, en fait, l'idée c'est que si vous prenez Frodon, si vous prenez Harry Potter, si vous prenez Luke Skywalker, ils vont tous opérer un même chemin avec le même système de rencontres, de péripéties, etc. C'est juste qu'à chaque fois, ça va être adapté à l'univers dans lequel on est plongé. Ouais.
Mais les parcours initiatiques, finalement, ça peut être toute forme de choses. J'ai réfléchi à est-ce que on pourrait caler ça ? Non, on peut pas, mais par contre, on peut quand même réfléchir au parcours du personnage, parce que le film propose finalement une réflexion sur la situation A de Evelyn au début du film, qui va déborder jusqu'à la situation A'. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Voilà. Parce que la nuance moi du coup que j'ai apportée, c'est que je suis pas sûre que ce soit un parcours initiatique au sens classique. Enfin, non. C'est pas forcément un parcours initiatique comme Campbell le décrit. Non. C'est plus vraiment un parcours intérieur chez Evelyn. Mais c'est juste que pour parler du parcours initiatique, je trouve que Campbell est une bonne introduction. Parce que c'est finalement une des recettes qu'on retrouvera le plus. Ouais, je suis d'accord. À la fois dans la littérature et dans l'univers du cinéma. I know you have a lot of things on your mind, but nothing could possibly matter more than this conversation we're having right now concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. Everything Everywhere All at Once. Ça parle de quoi ? On va commencer par là, peut-être. Je t'en prie, Judy. Alors, on va résumer vite fait, parce que dans l'épisode qu'on avait enregistré il y a longtemps, faut dire que c'est sur le résumé, surtout que c'est parti en cacahuète. Je pense que ça faisait une demi-heure de résumé, ouais. Plus. Globalement. Plus, on avait presque 45 minutes, et après on avait encore 45 minutes d'épisode où on blablatait. Oh, wow. Ouais, c'était beaucoup trop. Donc là, on va dire la situation initiale. Donc, ça parle de Evelyn, une immigrée a priori chinoise, qui est partie en fait il y a longtemps quand elle était jeune avec son mari, Waymond, son amoureux. Je sais pas si c'était déjà marié à l'époque. Non, et c'était amour de jeunesse et mariage aux États-Unis, je crois. C'est ça. Donc qui a émigré aux États-Unis et ils ont eu une fille là-bas qui est Joy. Evelyn et sa famille tiennent un lavomatique, pas Joy, mais Evelyn et Waymond tiennent un lavomatique. Et on peut voir dès le début que c'est une famille un peu chaotique. Donc on voit bien vite que Waymond prévoit de divorcer avec sa femme. L'entente entre Joy et Evelyn est très limitée. Joy est donc lesbienne et elle ramène sa copine, alors qu'il y a son grand-père Gong Gong qui vient de Chine du coup les voir, et Evelyn veut du coup qu'elle cache son homosexualité à son grand-père. Donc on voit un peu que c'est une famille qui a du mal à communiquer. Il y a beaucoup de tension en fait. Beaucoup de tension, et surtout du côté de Evelyn, parce que elle n'arrive pas. Enfin, t'as l'impression qu'elle manque d'humanité au début. En fait, c'est quelqu'un qui donne vite le sentiment que tout doit aller sur des roulettes, sauf qu'en fait, rien ne va sur des roulettes parce qu'elle ne peut pas contrôler le monde autour d'elle. Pour le faire plier à sa volonté. Et tu sens qu'elle juge du coup beaucoup ses proches, du peur sûrement du jugement sur elle. Les choses dérapent quand elle va faire finalement le compte, parce qu'il y a un souci dans ses comptes, dans sa fiscalité, et les choses dérapent quand elle est attirée par un autre Waymond qui vient d'une autre dimension et qui lui dit qu'elle est l'élu qui doit sauver le monde. Et à partir de là, va se révéler tout un système d'arborescence dans la vie d'Evelyn où on comprend que chaque choix qu'elle fait crée des embranchements, et ainsi de suite. Et que du coup, ça crée autant d'Evelyn qu'il y a eu de choix dans la vie d'Evelyn. Et grâce à un système parfois très douloureux ou très... comment on dit, on se met vraiment dans une situation un peu honteuse. Ridicule, ridicule, c'est ça le mot que je cherchais. Et ben on peut accéder aux compétences de son double d'une autre dimension. Et donc en fait, toute l'histoire va tourner autour de cette Evelyn qui va essayer de lutter contre une menace. Qui, sous le Jobu Tupaki. Jobu Tupaki. Donc Waymond, l'autre Waymond, je crois que c'est Alpha Waymond, il l'appelle comme ça. Alpha Waymond lui présente comme la grande menace qui va détruire l'humanité. Evelyn, donc l'Evelyn en tout cas qu'on connaît, elle va du coup aller faire venir d'autres compétences, d'autres dimensions, d'autres versions d'elle, pour essayer de contrer cette menace qui au début a l'air un peu... Personne n'y croit vraiment. Donc en fait ça commence un peu comme un drame familial si vous voulez. La situation initiale c'est vraiment... T'as l'impression que ça va être un drame familial un peu social. Et d'un coup on arrive dans un espèce de micmac de science-fiction complètement délirante, un peu à la Matrix mais en plus... En plus allumé encore. Ouais, voilà. Ça se prend encore... Même si Matrix c'est une référence évidente, mais en tout cas ça se prend encore moins au sérieux. Et je pense qu'on ira doucement vers des spoils un peu plus importants au fur et à mesure de notre émission. Donc on va peut-être s'arrêter là pour le résumé.
parce que je pense que globalement on a fait comprendre l'idée générale du film, a précisé que finalement cette menace qu'est Jobu Tupaki est personnifiée par Joy, qui est la fille de Evelyn, et qui finalement est la personne, enfin le fait que ce conflit mère-fille dépasse simplement la réalité, qui va sur plein d'autres plans d'existence, quoi. Joy? Why do you look so stupid? Ma'am, you and your pig can't be here. Is it that I can't be here? Or that I'm not allowed to be here? Enfin, de toute façon, c'est un film où il faut savoir, tu y vas. Il faut pas s'attendre à tout comprendre. Je sais pas comment expliquer. C'est fait pour que il y ait trop d'informations et que tu te sentes un peu submergé. Et moi, je sais que à la fin, ça, je t'en avais déjà parlé la première fois, mais je le redis parce que c'était trop marrant. Je l'ai vu au cinéma du coup, et je me souviens que au bout de la moitié du film, j'avais vraiment l'impression de moi aussi avoir plein de versions de moi-même et d'être plus vraiment dans la bonne dimension, enfin qu'il y avait plein de dimensions différentes et tout. Et j'ai l'impression que en le voyant en tout cas au cinéma, avec le montage, il est très frénétique, très rapide. Il y a des moments vraiment d'espèces de pas des surimpressions, mais des successions d'images, des flashs, voilà, merci, des flashs où ça va très vite, t'es submergé quoi. Et j'ai vraiment l'impression que mon sens du moi était altéré en regardant ce film. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça aussi. Moi je l'ai pas eu à ce point là, parce que moi mon cerveau a surtout traité je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver, je vis une expérience bizarre. Par contre ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement je trouve qu'on est ballotté d'image en image. Pour moi c'est vraiment le terme, t'es vraiment genre ballotté, t'es entraîné d'image en image, et un peu comme dans le titre du film, d'un coup tu consommes tout en même temps, partout à la fois. C'est vraiment genre, d'un coup c'est tu bouffes et tu vas bouffer. Ouais, mais moi je me suis vraiment sentie dedans, tu vois. Je dirais pas bouffer parce que j'ai eu l'impression moi d'être tout partout. Et jusqu'à un moment où j'ai l'impression que les choses trouvent une forme d'équilibre. Et c'est un peu le moment clé du parcours initiatique d'Evelyn, donc on y reviendra. Ouais, ce sera la sérénité, hein. Enfin l'étape. Ouais, c'est ça, l'étape de la sérénité. Acceptation, sérénité, je sais pas. C'est ça, ouais. Et en fait, là, ça ne ralentit pas forcément le rythme, mais par contre, c'est comme si, entre guillemets, tout rentrait dans un espèce d'ordre cosmique de ça y est, les dimensions sont alignées, tout le monde est aligné sur la même longueur d'onde, et en fait on n'a plus qu'un seul but, c'est de sortir de ce qu'on était avant, et en fait c'est de sortir de sa chrysalide quoi. À ça j'ajouterais que justement au début t'as vachement l'impression que les images elles sont en conflit les unes avec les autres, en tout cas entre les dimensions, et qu'à la fin t'as presque l'impression que ok ça va encore vite, c'est encore un peu frénétique, mais d'un coup il y a une forme d'apaisement même dans le montage, tu vois, bon voilà. C'est un essai, je trouve que c'est un très bon exemple de film où la forme sert très très bien le fond. Oui. Et d'ailleurs dès le début, on va revenir du coup au début du parcours d'Evelyn, même si elle est dans la réalité, tu vois que sa vie est très fragmentée et que les images aussi. Donc le premier plan par exemple, il y a un zoom ou un travelling avant, je sais plus, mais vers un miroir où tu vois, une photo, un miroir, où tu rentres dedans et tu vois d'un coup une Evelyn, et puis après il y a l'écran de surveillance, il y a un écran de surveillance, il y a plein de fragments de la vomatique et tout, et tu comprends tout de suite qu'en fait c'est ça le thème du film, en fait ça va être de réunir tous ces fragments, en tout cas de trouver un apaisement, voilà. Alors, je pense que le meilleur endroit pour commencer, c'est finalement de parler de la Evelyn de la situation A, donc la Evelyn du début. Alors moi par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est que quand je suis sortie du film, une des premières choses que je t'ai dit, c'est je suis pas sûre d'avoir apprécié Evelyn. Et j'ai mis énormément de temps dans le film à l'aimer en tant que personnage, avec ses défauts et ses qualités. Parce qu'en fait, au début, c'est vrai qu'on te présente une femme qui est débordée, qui est fatiguée, et qui du coup est au bord du burn-out quelque part, et le fait payer à tous ceux qui sont autour d'elle. Elle est très dure. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que, et ça résonnera par la suite avec le reste de son parcours,
La Evelyn du début, c'est une Evelyn qui vit dans le regret et dans le j'aurais pu faire les choses autrement. Elle accumule les passions. Elle achète un truc de karaoké, elle a 15 000 télés dans son lavomatique. Enfin, c'est une femme qui n'a pas vécu la vie qu'elle aurait aimée et en garde un espèce de ressenti très profond qu'elle va rejeter en grande partie sur son mari Waymond. Et sur sa fille. Son mari, clairement, je sens qu'elle le trouve presque ridicule. Enfin, elle est tout le temps en train, tu sais, de l'arrêter quand il commence à parler, alors que souvent c'est lui, avec sa gentillesse, qui règle les situations. Et sa fille, clairement, tout de suite, dès le début, tu comprends qu'elles ont une relation qui est plus que compliquée, quoi. Ouais. Bah en fait, c'est typiquement la fille fait tout ce qui pourrait décevoir la mère. Là en l'occurrence, elle se fait tatouer, elle sort avec une fille, elle a laissé tomber, je crois, des études prestigieuses pour faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle n'a pas forcément envie de reprendre le lavomatique. Enfin, il y a tout un côté, ma fille me déçoit. Et c'est pas parce que moi j'ai c'est pas des expectations, si. Des attentes. Des attentes, merci. C'est pas parce que moi j'ai des attentes trop élevées, c'est parce que ma fille ne fait pas d'efforts. Mais en fait, Evelyn, t'as presque l'impression, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est le cliché presque. Enfin, t'as l'impression au début que ça va être le cliché de la Tiger Mom. Tu vois, parce que, ouais. En gros, c'est on va dire un archétype de mère asiatique. Donc l'idée d'exiger la réussite, assez dure, assez ferme. Et aussi très à cheval sur les traditions, puisque et sur les convenances, tu vois, sur comment on va paraître après aux yeux des autres. Parce qu'une des choses que Evelyn va reprocher à Joyce, c'est de par exemple ne pas parler le mandarin correctement. D'ailleurs, petit encart, ce qui est très cool avec Everything Everywhere All at Once, c'est qu'on passe du mandarin à l'anglais de manière assez régulière. Je crois il parle pas que mandarin anglais, il y a il y a un autre patois aussi. Mais il y a un autre patois, mais je sais plus lequel. Une autre langue, même pas un patois, une autre langue, mais je sais plus. Mais du coup, c'est chouette parce que c'est souvent quand on fait un film aux États-Unis, généralement on le fait tout en anglais. Ouais. Et là, pour le coup, de changer de langue, ça change les sonorités et ça rend aussi ce côté très cosmopolite. C'est ça, de plus en plus. De toute façon, c'est un film un peu sur la double culture. Ouais. En tout cas, ça en parle. Donc, c'est important pour moi, en fait, qu'ils aient fait ce choix-là. Donc, du coup, notre Evelyn du début, c'est une Evelyn, on peut le dire, malheureuse. Malheureuse et difficile à aimer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ses proches s'éloignent d'elle. Parce que je pense qu'elle en devient... c'est ça. Un peu insupportable, quoi. Oh bah c'est pour ça, enfin... Au début, on nous présente Waymond vraiment comme un être ridicule. Genre, c'est un peu un farfadet à côté d'Evelyn. Il colle partout. D'ailleurs, après, j'y reviendrai plus tard, mais il colle partout, là, ses petits yeux mobiles. Voilà, les yeux mobiles. Et en fait, systématiquement, il rattrape les erreurs que fait Evelyn par manque, finalement. Je sais pas si je pourrais dire d'humanité, mais on va dire par manque d'empathie des fois. Ouais. Parce que c'est quand même... Un des thèmes du film, c'est... Je pense que Evelyn, elle manque d'empathie, que ce soit avec les autres, mais même avec elle-même, finalement. Parce qu'elle est toujours, en fait, dans le regret de ce qu'elle n'a pas fait. Et du coup, tu sens que qu'elle est une version d'elle qu'elle déteste. C'est ça. Now, you may only see a pile of boring forms and numbers. But I see a story. With nothing but a stack of receipts, I can trace the ups and downs of your lives. And it does not look good. It does not look good. Sorry. My wife confuses her hobbies for businesses. An honest mistake. Et donc, on en arrive à l'une des premières étapes pour moi du parcours initiatique. C'est de se prendre dans la figure qu'elle est toutes ces choses qu'elle déteste. Mais pas de le saisir tout de suite. C'est juste de, pour l'instant, réaliser qu'elle est cette personne qu'elle déteste. Et moi, ça passe par une ligne de dialogue qu'a Alpha Waymond. C'est un peu... En fait, quand il arrive à cette Evelyn-là,
c'est un peu son dernier espoir. Parce que toutes les autres Evelyn qu'il a trouvées dans les différentes dimensions se sont fait charcuter par Jobu Tupaki et la dimension avec. Parce qu'en plus de charcuter Evelyn, généralement, elle détruit la dimension dans laquelle elle est passée. Cette Joy maléfique, entre guillemets. Et cette Joy maléfique, du coup, pour revenir juste dans le contexte, elle vient du monde aussi de Alpha Waymond. Ouais. Donc c'est une Alpha Joy, on va dire. C'est ça. C'est pareil, et c'est Evelyn qui l'a créé, ce monstre. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'en fait, l'histoire, même si que ça se passe ou que ça se passe pas vraiment, il y a un côté un peu petite fable, parabole presque. C'est une manière métaphorique de montrer l'évolution de Evelyn, mais qui est une évolution intérieure, et c'est pas pour rien qu'elle passe à d'autres versions d'elle, enfin c'est dans sa tête en fait que tout ça se passe pour moi. Oui, bah moi aussi, clairement. Et donc du coup, en fait, ce que va lui dire Alpha Waymond, c'est que elle va tout de suite ne pas croire en sa capacité à faire les choses. Elle va tout de suite dire, vous vous êtes trompé d'Evelyn, c'est pas la bonne personne, je suis incapable de faire ça, et puis est-ce que j'ai envie de faire ça, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, etc. etc. Et Alpha Waymond, il va lui dire, effectivement, je me suis trompée, t'es la plus loseuse de toutes les Evelyn que j'ai rencontrées. Je crois qu'il lui dit, mais je crois que justement au début il lui dit que c'est pour ça qu'il a choisi, parce que c'était la pire version d'elle. Et après, en voyant qu'elle n'y arrive pas non plus, il est là, bon bah tu vaux pas le coup, bye bye, ciao. C'est un peu genre, de toute façon j'étais préparée à être déçue. Ouais. Et c'est horrible. En tout cas, il sait, et pour lui c'est clairement la pire version d'Evelyn là. Mais jusqu'à présent, Evelyn elle a pas eu trop de raisons de se remettre en question, et je trouve que c'est par cette première rencontre et du coup ce premier contact avec les dimensions qu'elle se rend compte qu'il y a autre chose. C'est la claque en fait. Ouais, c'est la claque. Mais ça marche pas dans le bon sens. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais du coup, l'une des premières Evelyn qu'elle va convoquer, l'une des premières compétences qu'elle va convoquer, c'est une Evelyn qui ressemble beaucoup finalement à la vraie Michelle Yeoh. Ouais. Qui en gros, suite au refus de suivre Waymond dans ce monde-là, devient championne d'arts martiaux. Puis actrice de Wuchapian. Et là d'ailleurs, on voit les vrais... Ouais, le Wuchapian, c'est les films un peu d'arts martiaux. Ouais. D'ailleurs, c'est des vraies images de Michelle Yeoh, à un moment, qui sont diffusées. Vraiment, ces images de tapis rouge, etc. Des images de sa carrière, etc. En fait, elle a été connue, notamment pour ses rôles, justement, dans ces films-là, de Wuchapian. Et en fait, en convoquant cette Evelyn, elle convoque ses capacités d'art martial, donc elle se sort d'arts martiaux, pardon. Donc elle se sort d'une mauvaise passe où elle risquait un peu sa peau et celle d'Alpha Waymond. Et quand elle sort de cette mauvaise passe, elle se tourne vers Alpha Waymond, elle dit mais comment je fais pour y retourner ? Parce que c'est mieux que ce que j'ai là maintenant. Ouais. Donc dis-moi comment je fais pour y retourner. Et ça veut très clairement dire qu'elle est prête à tout laisser tomber pour être cette Evelyn qu'elle n'a finalement jamais eu l'occasion de devenir. C'est ça. Et en fait, presque, t'as l'impression que le déclic à chaque fois, c'est un peu le... C'est toujours mieux ailleurs, tu vois, c'est toujours mieux ce que... Bah, encore une fois, elle est pleine de regrets, en fait. Je reviens au début. C'est quelque part un des sens de ce everywhere. C'est partout. C'est à la fois l'idée de partout en même temps, etc. Et en même temps, ce serait mieux partout aussi au début pour Evelyn. Parce que toutes les autres formes d'Evelyn qu'on va rencontrer dans le film, quelque part, elles ont soit connu une forme de réussite sociale, soit réussi à prendre une revanche sur la vie. En tout cas, il y a un côté plus... Elles sont plus accomplies, entre guillemets, que Evelyn. C'est ça. Mais du coup, on en paye aussi des prix. Parce que, par exemple, cette Evelyn du monde des arts martiaux n'a pas connu le grand amour avec Waymond, parce que elle a fait le choix de ne pas le suivre. Et il se retrouve à un moment donné, et c'est une très belle scène. Dans une scène qui est un gros clin d'œil pour ceux qui ont vu In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Mais ça aussi, je pense qu'on va pas y revenir à chaque fois parce que ça va être trop long, mais il y a plein de références à d'autres films, à Cloud Atlas, on a dit Matrix, il y a Wong Kar-wai, il y a même Ratatouille, enfin il y a plein de références. C'est un film très cinéphile, quoi. Ouais. Et donc du coup, on va doucement vers une Evelyn qui n'a pas encore rencontré, à proprement parler,
la menace telle quelle de Jobu Tupaki. Et qui n'est pas encore prête finalement à assumer sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité, ouais. Et donc vient ensuite justement la prochaine étape dans son parcours initiatique, qui est la réalisation que Jobu Tupaki, enfin pour moi en tout cas c'est la prochaine étape, c'est donc sa fille Joy, en tout cas une version de sa fille Joy qui lui déplaît au plus haut point, parce que si Joy, là dans le monde actuel, enfin dans le monde où elle vit elle est pour elle un peu, on peut le dire, c'est un peu un échec pour elle, sa fille, et bah là en plus elle est haute en couleurs, elle est extravagante, elle est décomplexée, elle est incroyable. Enfin, de toute façon l'actrice donc qui est Stéphanie Chou, elle crève l'écran je trouve dans le film. Michelle Yeoh et Stéphanie Chou, et même l'acteur de Waymond, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est pas grave sinon, mais je vais te le dire, je l'ai sous les yeux parce que j'ai encore la feuille, le Wikipédia qui jouait dans les Goonies et dans Indiana Jones. Je vais arrêter de faire genre que j'ai noté sur le feuille, c'est Wikipédia. Oui. Donc c'est, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est Ke Huy Quan. Ouais, elle crevait l'écran, et de toute façon les acteurs principaux sont excellents en règle générale. Donc on a vraiment une belle brochette. Voilà. Pour le dire. Et donc, que veux-tu dire sur le parcours initiatique, elle aussi ? Oui, du coup, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que, comme tu dis, c'est encore plus une déception pour elle, parce que, en plus d'être une menace, pour le coup vraiment dangereuse dans le film, elle représente tout ce que Evelyn déteste. Et elle assume en plus cette part d'elle-même. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Joy, de base, fait des reproches à sa mère, mais elles n'ont jamais de vrai face-à-face au début du film. C'est plus Joy qui va essayer de s'exprimer et Evelyn qui va lui dire oui, maintenant change et fais des efforts. Ouais, t'as l'impression que c'est une relation pleine de non-dits, Alors que Jobu Tupaki Joy, du coup, elle a quelque chose de bien plus... Elle est plus frontale. Elle est très frontale, elle est du coup très agressive, elle est extrêmement violente, ça on l'a pas dit, mais elle est très violente. Et surtout, elle met Evelyn face à ses travers et à ses torts. Et elle lui fait comprendre quelque part que... elle assume pas en tant que mère. Elle assure pas en tant que mère, pardon. Pas assume. Elle assure pas en tant que mère. Et je pense que c'est là où on se rapproche le plus du... Enfin, parce que le film parle beaucoup d'Evelyn en général et de toute... Mais je pense que le cœur... panoplie. Mais comme tu dis, le cœur c'est la relation mère-fille pour moi. C'est ça. Ouais. En tout cas, les relations familiales et plus particulièrement la relation mère-fille. Parce que même si Waymond est important, c'est plus un personnage qui reste secondaire dans sa quête. Ça. Alors que Joy, la relation Joy-Evelyn est vraiment le cœur du film, j'ai dit, mais au centre, quoi. Parce que ce qui va être intéressant, c'est qu'au début, tout le monde la pousse à détruire Joy. Parce qu'elle a créé Joy, donc elle doit la détruire. Il n'y a pas d'issue possible. Sauf que le parcours d'Evelyn, ça va être de réaliser qu'elle a, oui, effectivement, créé une menace, parce qu'elle n'a pas assuré, et même dans toutes les dimensions où il y a l'existence de Joy. Par contre, de l'autre côté, est-ce que la détruire est la solution ? Pas sûr. Et c'est là aussi l'intérêt de Waymond, c'est de lui montrer que, en fait, il y a d'autres solutions que juste... balayer le problème et le mettre sous le tapis ou le détruire d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Donc Waymond, qui est un personnage qui va nous paraître ridicule au début, en fait, il apparaît comme celui qui va délivrer le message du film, qui est vraiment un discours qui peut paraître assez simpliste, mais qui en fait, je trouve qu'il est très profond. En fait, pour lui, c'est l'empathie. Le plus important, c'est dans un monde où tout est chaotique, où on ne sait pas vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on est, enfin tout va trop vite, tout. Et en fait, tout ce qui nous reste, c'est notre lien avec les autres. Et donc, il le dit, il appelle à be kind, donc soyons gentils. Et je pense que le soyons gentils, il vaut pour soi-même comme pour le reste du monde, en fait. C'est ça. Et du coup, cette phase-là du parcours initiatique de Evelyn,
elle est suivie par finalement son refus de détruire sa fille. Parce que au bout du moment où elle a réalisé que sa fille était la menace, tout le monde la presse de tous les côtés à l'éliminer. Ouais. Sa fille qui d'ailleurs, entre-temps, il me semble, lui a déjà exposé son plan, qui est, en fait, elle a tout... comme dit, c'est un film avec beaucoup d'absurde. Ouais. Mais donc, elle a mis toute la peine du monde, tout ce qu'il y a, en fait, pour elle, toute la réalité, sur un bagel cosmique, qui est un espèce de trou noir, en fait. Ouais. Donc, il est noir avec du blanc au milieu. Donc, c'est l'opposé, et ça, je voulais y revenir... au début, tu vois Waymond qui accroche partout les yeux mobiles, et c'est le contraire, c'est un rond blanc avec le noir au milieu. En fait, c'est comme une espèce d'effet yin-yang, tu vois, de dualité en tout cas. Quoi. Ouais, très spirituel. C'est ça. Disons que dans l'un, on pourrait dire que ce qui domine, ça va être le regard négatif et surtout... Il y a quelque chose de nihiliste. Il y a quelque chose de on abandonne, on laisse tomber. Et c'est pour ça que je dis c'est très nihiliste. En fait, ça part du principe que vu que rien n'a de sens, donc rien ne vaut le coup. Ouais. Alors que la philosophie finalement de Waymond et que va choisir Evelyn et où elle va emmener sa fille, c'est que vu que justement rien n'a de sens... soutenons-nous les uns les autres, restons les uns avec les autres et chérissons les petits moments justement insensés, tu vois. Exactement. I know you're all fighting because you're scared and confused. I'm confused too. All day. I don't know what the heck is going on. But somehow... it feels like it's all my fault. The only thing I do know is that we have to be kind. Please, be kind. Especially when we don't know what's going on. En fait, ce qui est intéressant avec ce bagel, c'est que c'est aussi une métaphore qui, je pense, est symbolisée dans l'esprit d'Evelyn, qui symbolise, dans l'esprit d'Evelyn, la dépression de sa fille, qu'elle se refuse à affronter, parce qu'elle en est l'une des principales causes. Je pense que oui, on peut dire ça. On peut dire ça. La cause principale, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais je le fais. Et du coup, une fois qu'elle a réalisé qu'il pouvait y avoir un autre chemin et qu'elle se refuse à tuer Joy, enfin à tuer Jobu Tupaki du coup, parce qu'il n'est jamais finalement question de tuer Joy en elle-même, c'est vraiment Jobu Tupaki qui est la personnification méchante de Joy. Je trouve qu'elle passe encore par un aspect d'elle-même qui est de se perdre dans toutes ses possibilités. Pas dans le sens de fuir, mais dans le sens de j'ai d'un coup eu accès à trop de choses et ce trop de choses fait un trop plein qui m'éloigne de ma quête principale. Et puis j'avais l'impression qu'en plus à ce moment-là elle essayait encore de sauver Joy, mais pas forcément de la bonne façon, en gros de la forcer en fait vers un côté au lieu d'accepter avec elle, et pour moi ce sera la prochaine étape. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après le discours de Waymond. Peut-être, c'est ça. Entre temps, on peut parler peut-être aussi de tous les mondes. Non, je rigole, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais je voulais juste faire un petit big up au monde justement de Raccacoonie, qui est donc une version bizarre de Ratatouille, mais c'est un raton laveur dedans. Et en fait, tous ces mondes ils se croisent à chaque fois et c'est trop drôle. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette phase-là du parcours, c'est qu'il y a une espèce de fuite où, et ils le disent dans le film, que c'est un des risques de faire trop de sauts dans les dimensions, c'est de se dissocier entre guillemets de toutes ces personnalités, de ne plus savoir finalement. Parce qu'en fait, du coup, c'est toujours partout en même temps. Justement, pour reprendre le film, c'était toujours partout à la fois et du coup t'es jamais vraiment dans la réalité, c'est dur de se réancrer dans la réalité. Exactement. Et c'est dans cette zone-là que d'un coup on se rend compte que même dans les autres réalités qu'Evelyn enviait au début, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple dans Raccacoonie, dans le monde de Raccacoonie, donc elle est chef de restaurant et en fait elle se retrouve en concurrence avec un chef qui est hyper doué, et c'est parce qu'il a un raton laveur sous sa toque. Et en fait, elle va dénoncer
ce chef, et Rakakuni va se retrouver emmené par la fourrière. Donc ça, c'est un côté qui se ça, c'est le monde sûrement le plus fun, enfin le moins, le moins sérieux. Ouais, enfin quoique, il y a aussi le monde des hot dogs, il y a le monde, enfin des hot dogs, il y a le monde des... Dans le monde de l'actrice de Wishapian, elle repart de cette rencontre avec ce Waymond, avec le regret finalement de pas l'avoir suivi. En fait, dans tous les mondes finalement, Evelyn regrette quelque part ses décisions. Quelque chose. Et du coup, on se retrouve ramené à la réalité. Donc après qu'elle soit passée au reçu fiscal, etc. Et en fait, c'est le nouvel an chinois. Et au Lavomatique. Ils organisent ça au Lavomatique. Donc ils ont invité des clients, etc. Et pendant cette séquence, elle essaye finalement de se rattraper dans ses erreurs auprès de Joy. Sauf que elle fait tout maladroitement. Et surtout, elle pousse tout le monde autour d'elle au bout de ce qu'ils pouvaient supporter. Elle rejette Waymond, elle vole à Joy la possibilité... Il n'y a pas aussi Deirdre, enfin la... Ouais, mais elle arrive après. Ok. Elle vole la possibilité à Joy de finalement faire son coming out à son grand-père. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Oui, voilà, je place ici, on ne vole pas les coming out des autres. De toute façon, là, de toute façon, elle le dit. Ah non, mais ça, c'est après. Là, tu sais, des étapes. Non, c'est déjà dans cette zone-là pour moi. Ouais, mais c'est un peu après. Pour le coup, j'en suis sûre. Ça, c'est vraiment vers la fin de ça. D'abord, il y a toute l'histoire de nouveau avec Deirdre qui revient et tout. Avant qu'elle reparle à Joy et qu'elle fasse le coming out à sa place. Du coup, c'est plus dans le sens où, du coup, il y a dans la réalité, là où il y a où tout part en chaos et tout, il y a Waymond, je crois, il meurt à ce moment-là. Dans cette réalité-là. Oui. Et d'un coup, on est ramené à une autre version d'Evelyn, mais qui cette fois-ci est effectivement au Lavomatique, au Nouvel An chinois. Et du coup, la vraie réalité. Ouais, qui est du coup la vraie réalité en fait. C'est celle du drame social, familial. Ouais, c'est ça. Et on en revient en fait aux trucs qui sont mal comptés et tout. Et normalement, elle devait le ramener, je crois, le soir même. Ouais. Et au final, ils l'ont pas fait. Et donc, il y a Waymond, il y a Deirdre qui vient. Donc, Deirdre, c'est... une employée de l'organisme des finances, quoi. Voilà. Et elle vient pour réclamer l'argent qu'ils n'ont pas. Et Waymond arrive à négocier de nouveau, justement, plus de temps. Encore, jusqu'au lendemain, alors que Evelyn est déjà en train de dire non, c'est n'importe quoi. Bah, c'est surtout qu'avant d'avoir négocié le temps, elle a pété tout le Lavomatique à coups de batte de baseball. Oui, je sais un peu elle pourquoi, a un peu foutu la merde. Ouais. On voit que dans la version drame familiale, ça ne se passe toujours pas très bien. Non. On n'a pas réglé en fait le souci. On a touché un peu à la philosophie du film, mais on n'a pas encore réglé le problème. Et donc du coup on en revient après, on va pas faire tout sinon ça va être long, mais en gros on va en revenir. Donc la prochaine étape pour moi c'est on va en revenir à cette dimension où c'est très chaotique et où Waymond, la version de Waymond est morte et puis il y a Jobu Tupaki tout en haut et en fait Evelyn prend la décision et ça va un peu en parallèle du coup au moment du coming out forcé et tout, prend la décision de sauver vraiment Joy. Et cette fois-ci de pas la sauver à sa manière mais d'écouter on va dire Jobu Tupaki et vraiment et donc elle va surmonter tout le monde qui lui disent de l'éliminer et tout pour arriver à Joy et plus ou moins lui dire bah tu sais quoi si on doit faire le grand saut on le fait ensemble et il y a ce moment très très touchant. Alors je sais pas comment ils ont fait dans ce film pour une des scènes les plus drôles et les plus touchantes, c'est quand même 2 cailloux en slow motion qui en fait se parlent avec des sous-titres et donc c'est tout un discours en fait sur le sens de la vie entre Joy et Evelyn et sur en fait le sens de leur relation aussi. Et l'intérêt c'est que dans ce monde où elles sont des cailloux et où elles ne sont pas côte à côte, en fait c'est la volonté d'Evelyn d'aller vers sa fille et de finalement rebooter l'ordinateur entre guillemets du logiciel cassé qui va la permettre de se rapprocher d'elle. Oui, c'est ça. Et en parallèle, c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a l'histoire du coming out forcé. Donc, en gros, elle fait le coming out à la place de Joy, tu l'avais dit. C'est pas bien, ne faites pas ça. Voilà, tu le redis. Je le redis. À Gong Gong, donc au grand-père. Et Joy part, parce que c'est trop pour elle, parce que déjà, ça ne se fait pas, et que en plus,
Joy aussi a beaucoup en fait de complexes, beaucoup de problèmes et elle ne s'accepte pas forcément comme elle est. Ouais. Et Evelyn va essayer de la rattraper. Et ça coïncide en fait ces deux dimensions. C'est un peu un montage parallèle en fait entre ces moments-là. Mais en fait c'est un montage parallèle entre plein de dimensions différentes donc c'est compliqué. Mais c'est un montage parallèle où finalement... Mais déjà dans le moment où elle monte les escaliers pour rejoindre le bagel de l'univers cosmique, il y a déjà ce montage où en fait les situations s'arrangent. Et s'imbriquent les unes dans les autres. Dans les autres, exactement. Et du coup, en fait, la phase finale qui est finalement l'acceptation de j'ai merdé et je peux aller de l'avant. Je trouve elle se concrétise dans la scène où Joy et Evelyn sont face à face dans la voiture. Enfin, elles sont pas dans la voiture, mais devant la voiture, dans le parking. Devant la voiture de Joy, du coup. Et finalement, Joy lui avoue tous ses complexes, toute cette haine qu'elle a envers elle-même. Et que Evelyn persiste et lui dit mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça. Et c'est ce que finalement elle n'a jamais su dire ni à sa fille, ni finalement à Waymond depuis longtemps. Ni à elle-même, quelque part, en fait. Ni à elle-même. Et c'est ce qui va pas rétablir l'ordre des choses, parce que ce qui est intelligent avec la fin du film, c'est la situation n'est pas réglée comme si, d'un coup, Evelyn avait compris et elle avait changé profondément, parce que finalement, un changement, ça se fait... Petit à petit. Progressivement. Et donc du coup, dans les scènes finales, on retrouve parfois les tares d'Evelyn, mais elle est beaucoup plus apaisée. Par exemple, je crois qu'elle fait la réflexion sur nouveau, c'est sur les cheveux les cheveux, sachant qu'elle faisait des réflexions sur le poids aussi au début. Enfin, on en revient un peu aux petites piques. Pas très sympathiques. Ouais. Et du coup, finalement, la situation a quand même changé parce qu'elle a réalisé qu'elle avait des torts. Et surtout, elle a compris que sa situation, bien que ce soit peut-être pas la situation idéale ou rêvée, elle valait le coup d'être vécue parce que elle était entourée de gens qu'elle aimait. C'est ça. Et d'ailleurs, dans la scène du parking, je crois qu'elle dit la chose, une des plus belles choses. Dans ce film, il y a plein, je vais le dire à chaque fois, il y a plein de belles choses, mais elle lui dit que même si elle la comprend pas vraiment, Joy, en gros, elle le dit pas vraiment comme ça, c'est que peu importe où elle est, elle voudra toujours être. Donc, on revient au tout partout, mais peu importe où elle est, en fait, elle voudra toujours être avec Joy, malgré le fossé qu'il y a entre elles, en fait. C'est ça. Malgré le fait qu'elle l'énerve, que machin, elle voudra toujours être avec elle parce qu'elle l'aime profondément. Et donc, c'est comme ça qu'on passe de cette situation A à la situation A'. Et je trouve que ce qui est intéressant, du coup, par rapport au parcours initiatique, c'est que clairement, il y a la métaphore avec tous ces univers différents, mais qu'en fait, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est ça. En fait, c'est comme tu le dis, et je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'on peut lire le film de manière très terre-à-terre et dire ok, c'est un film de science-fiction et tout ce qui s'est passé a existé. Mais j'aime bien ton idée que finalement, tout ça, c'est dans la tête d'Evelyn et que c'est, comme tu dis, son voyage intérieur et son parcours intérieur. Maybe it's like you said. Maybe there is something out there, some new discovery that will make us feel like even small pieces of shit. Something that explains why you still went looking for me through all of this noise. And why, no matter what, I still want to be here with you. I will always want to be here with you. Et quelque part, c'est même, je trouve, plus joli du coup encore, parce que ça montre à quel point on est tout le temps dans une espèce de frénésie de « et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et j'ai raté ma vie parce qu'à tel moment j'avais cette occasion, je l'ai pas saisie. Et à force de vivre dans les SI, on en oublie que il y a des maintenant et qui sont très importants. Et c'est ça aussi que j'aime dans le découpage du film, parce que du coup le film est découpé en 3 parties qui sont Everything d'abord. Everywhere et ensuite All at Once. Et All at Once c'est que l'épilogue. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. En fait les 2 premières parties sont
l'entièreté du film. Et le All at Once, c'est juste la fin. Et c'est juste cette fin-là qui finalement est vraiment belle, parce que tout l'ensemble du film, même s'il est très, très cool, très speed, très fun, ben, il a justement ce goût de c'est trop, et même une personne lambda pourrait pas supporter ça. Et le All at Once, il n'est pas parfait, mais comme tu dis, on a touché l'apaisement et la sérénité. C'est ça. Et d'ailleurs, pour le représenter, à la toute fin, c'est ils sont de retour du coup chez... J'arrive plus à retrouver le nom. Ouais, chez Daedre, mais dans le... au truc des taxes, quoi. Voilà, au truc des taxes, on est des adultes, hein, on promet. Aux impôts. Ouais, ils sont de retour là, et en fait, il y a Daedre qui parle, et en écho, il y a Evelyn qui l'écoute, mais en écho, t'entends tous les mondes parallèles, mais qui s'assemblent, en fait, et elle a juste un petit sourire, Evelyn, et ça se finit là-dessus. Comme si, d'un coup, tous ces mondes parallèles et tout qui vit dans sa tête, elle les a raccordés, en fait, et voilà. Et voilà, donc du coup, c'est un film... Très dense. Qu'on a finalement beaucoup résumé, mais parce que c'était nécessaire pour parler du parcours. Et que je pense que ce serait chouette de le voir, parce qu'il y a beaucoup de propositions en ce moment d'univers alternatif. Et je trouve que c'est une proposition qui est extrêmement intelligente. Pour moi, c'est la meilleure version des multivers qu'on a eu, parce que ça l'exploite de manière très intelligente. Et pourtant, le film, des fois, il y a des scènes mais débiles. On n'a pas trop parlé, mais... Il y a des scènes débiles, mais ça n'empêche pas que, malgré les scènes débiles... Oui. Il y a la scène du papier, là, moi, à chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons. Donc ça peut être débile, c'est absurde et tout, mais ça reste une écriture intelligente, parce que, je crois qu'on l'a déjà dit, mais la forme marie, s'accorde avec le fond. Et je pense que finalement, l'absurdité, c'est un bon choix pour raconter ce genre de choses, parce que nos vies... Excusez-moi, ça va être philosophie de comptoir, mais nos vies sont complètement absurdes. C'est ça, c'est le message, c'est le discours du film, quoi. Et du coup, parfois, pour affronter l'absurdité des choses, il faut aller dans l'encore plus absurde. Et c'est très réussi, je trouve très intelligent, c'est très drôle. Plein de tendresse. Sortez vos mouchoirs de temps en temps. Oui. Et je pense que c'est un beau film aussi, où quand on sort... Enfin, moi, quand je suis sortie, j'ai le sentiment qu'il fallait que je me concentre un peu sur ce qui se passait autour de moi. Tu sais, moi, j'ai eu aussi envie d'être mon Evelyne à moi, et d'être là en mode, allez... Ouais. Moi, je me souviens que, aussi, du coup, j'étais au cinéma, et il y a vraiment eu un engouement dans la salle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en mode, à la fin... Tout le monde avait envie d'en parler, un grand sourire aux lèvres. Enfin, il y avait quelque chose de... On s'était tous pris une claque, j'avais l'impression. Et c'était général. Personne n'est ressorti en mode le film, il était nul, quoi. C'est tout le monde en parlait autour en mode mais t'as vu, waouh, mais attends, c'était quoi ça? Et j'ai bien aimé ce c'était quoi ça, parce que... En fait, t'as plein d'informations, pourtant le film reste, c'est un message simple, c'est une relation mère-fille, et t'arrives à cette montagne de choses qui s'entremêlent et qui n'ont pas de sens et qui font le chaos, mais qui servent parfaitement le propos, en fait. Donc peut-être que ça a été le chaos, peut-être que dans un autre univers, Elodie et Judy, quand elles font un podcast, c'est clair de A à Z. C'est ça. Mais en attendant, chez nous aussi, c'est le chaos, et parce que c'est mal. Non, c'est notre marque de fabrique. Moi, j'ajouterais que du coup, je crois que toi, tu nous avais dit que ton coup de cœur 2022, c'était les Banshees d'Inisherin. Ouais. Ouais, moi, je pense, pour moi, le film de l'année 2022, c'était Everything Everywhere All at Once. Voilà. Bon, je pense que c'est mérité. Ouais, les Banshees d'Inisherin aussi, hein, mais... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que toutes les récompenses qu'il a eues, toutes les... Mais il y avait quelque chose de politique, en plus. Il y a eu quelque chose de très politique, mais je trouve que, artistiquement, c'était extrêmement mérité. Je suis d'accord. Et je suis contente, justement, que, de toute façon, on va pas se mentir, ce genre de cérémonie de récompense, c'est toujours politique. Voilà, c'est pas... On récompense pas que le film, en général. En plus, ces dernières années, parce qu'ils ont quand même salement merdé sur plein de points... les académies de remise de prix, donc... Voilà, et là je trouve que ça va vers peut-être un peu de positif sur cet épisode chaotique, mais je l'espère moins que notre premier enregistrement. Waouh. J'espère, vraiment. Je pense que ça ira. Oui, je pense que ça ira, je crois qu'on s'en est pas trop mal sortis.
Donc on aurait aimé, je pense, dire plein d'autres choses sur ce film parce que y a beaucoup de choses à dire, mais si c'est pas déjà fait, même si on a tout spoilé, on vous invite à le regarder, je pense. Ça vaut le coup. Voir. Et moi, en plus, il est repassé au cinéma, mais il y a encore quelques semaines, mais je pense que là, ça y est, c'est fini. Mais voilà, si jamais il repasse au cinéma, allez le voir sur grand écran. Et puis allez voir les bloopers sur YouTube parce que moi, je me les suis tapés. Ça, c'est la seule chose que j'ai fait pour préparer l'épisode. Et donc, dans les bloopers, il y a la scène où ils choisissent les cailloux pour la scène des cailloux. J'adore. Et c'est très drôle parce que c'est deux mecs qui sont là, ils sont là, bon, bah notre mission, c'est de trouver les cailloux. Ils sont hyper sérieux. Et voilà, et donc du coup, on vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, début de semaine. Merci de nous avoir écoutés. Oui. On se retrouve sur Instagram où on poste des choses. Ouais, on poste nos coups de cœur, on poste des petits posts. On poste des petits posts. Ouais. On poste des petits posts rigolos, j'arrive pas à trouver d'autres choses. Un peu en rapport avec le cinéma. Et peut-être qu'on parle des épisodes. Des stories de 15 km de long sur Good Doctor et les questions existentielles qu'elle est obligée de se poser. D'ailleurs, tu dois toujours m'apprendre à faire des belles stories parce que, parce que vraiment, moi, je suis nulle. Mais j'aime bien les stories. Comme ça. Au hasard. Non, ouais. Et il sera en description. Désolée, j'ai beaucoup bugué. Il sera en description. Et comme d'habitude, tout ce qu'on aura écorché, on le remettra en description pour que vous puissiez le consulter en toute bonne âme et conscience. C'est ça. On espère, vu qu'on avait un souvenir, on va pas se le cacher, un peu lointain du film. Disons qu'on l'a pas re-regardé. Là, pour l'épisode, on l'a vu 2 fois, mais pas... Ouais. À hors d'œuvre, on utilise Wikipédia et on est approximatif. C'est notre marque de fabrique. Donc on espère n'avoir pas trop dit de bêtises sur la chronologie des événements, parce que c'était un peu compliqué des fois. Et on vous retrouve du coup dans un mois, normalement, pour le prochain épisode. Tu sais ce qui m'impressionne ? Non. C'est que d'habitude, c'est moi qui conclue les épisodes, et là, t'as l'idée comme une chef. Ah, waouh. Et du coup, c'est moi qui vais finir en disant bisous. Non, je peux le dire aussi. Bisous. Sucked into a bagel.